La loi du comportement compulsif est la loi numéro 4 du livre Les lois de la nature humaine, écrit par Robert Greene. On avait vu lors des dernières vidéos les 3 premières lois du coup de ce livre, et notamment lors de la dernière vidéo, on avait vu que généralement les gens portent un masque social, c'est-à-dire qu'on joue un rôle en fait dans la société. On est souvent très différent entre nos amis, avec nos proches, et lorsqu'on est dans un milieu professionnel, vous voyez, on a un comportement qui est un peu différent. On joue un rôle en fait véritablement. On n'est pas exactement les mêmes. On parle pas de la même façon, etc., etc. Ce qu'on avait vu la dernière fois, c'était que pour pouvoir véritablement découvrir du coup les intentions des gens, il fallait en partie, en tout cas, on avait la possibilité de décoder le body language du coup des gens, leur langage corporel, et cela nous donnait beaucoup d'indications justement sur quelles étaient leurs véritables intentions. Il y a d'autres façons de faire et c'est ce qu'on va voir justement aujourd'hui avec la loi numéro 4 du coup. Et on va commencer comme à chaque fois, et vous aimez bien ça je sais, avec une petite histoire. Et ici c'est l'histoire d'Howard Hughes qui nous permet d'illustrer le propos qui va venir. Vous savez que voilà, Robert Greene aime beaucoup illustrer ces lois-là par des histoires, des exemples historiques. Howard Hughes du coup, qui était-ce? C'était un enfant déjà qui est né en 1909 et qui a vécu dans un milieu familial extrêmement contrôlant, c'est-à-dire que son père mettait beaucoup de pression sur lui, sa mère en fait qui avait failli mourir en couche avait un comportement sur lui qui était extrêmement contrôlant justement sur le jeune Howard. Elle surcouvait complètement le Howard, elle était beaucoup trop présente en fait justement pour lui. Parce qu'elle avait vraiment très peur en fait qu'il lui arrive quoi que ce soit. C'était son fils unique, elle pouvait pas en avoir d'autres. Enfin vraiment c'était cet environnement-là. Le problème malheureusement pour Howard, c'est qu'il est devenu complètement dépendant de ses parents. Ses parents choisissaient pour lui tout ce qu'il faisait. Il choisissait ses amis, il lui disait quoi dire, quoi penser, quoi parler, quoi faire. Enfin vraiment, il avait une vie qui était complètement dépendante de ses parents. Le problème, c'est que lorsqu'il avait 17 ans, sa mère mourut d'une maladie et son père ne s'est jamais remis de la disparition de son épouse et il mourut 2 ans plus tard. De sorte qu'à 19 ans, Howard se retrouva tout seul en fait. Et pendant 1 mois après la disparition de son père, il a complètement changé. En fait, son attitude et son comportement, son caractère ont vraiment complètement changé. C'est-à-dire qu'il est passé du jeune garçon poli, très réservé, très dépendant de ses parents, à quelqu'un d'extrêmement grossier, qui était beaucoup plus agressif, beaucoup plus... qui se montrait beaucoup plus et qui refusait de voir le reste de sa famille. Il y avait le reste de sa famille qui avait proposé de l'aider, mais il a envoyé balader tout le monde et grâce à son héritage, parce que ça j'en ai pas parlé, mais en fait son père, Howard Hughes, du coup, avait fondé la Sharp & Hughes Company, Sharp & Hughes Tool Company plus exactement, qui était donc une entreprise de construction d'outils et qui était très rentable, qui était extrêmement profitable, et du coup Howard Hughes eut ici un héritage qui lui rendit extrêmement riche en fait. Il racheta complètement les parts de l'entreprise de son père du coup pour en devenir véritablement l'unique propriétaire, et cela le rendit donc très riche et il s'émancipa parce que au Texas les lois font que les gens ne sont majeurs qu'à partir de 21 ans, il en avait 19 donc il se fait émanciper pour pouvoir devenir autonome, etc., etc. Et il prit en charge en fait toute la vie autour de lui. En fait, là où il était extrêmement dépendant de ses parents, il est devenu en fait extrêmement contrôlant. Il voulait absolument tout contrôler autour de lui. Il est vraiment devenu obsessif à ce niveau-là. Et il avait certaines passions, notamment ce jeune Howard. Il était passionné par les avions. Voilà. Il était allé donc à Hollywood et il voulait faire un film justement sur les avions. Il a fait un film qui s'appelle Hells Angels d'ailleurs, qui avait bien marché à l'époque, qui avait eu des très bonnes critiques, mais comment dire, il y avait eu 2-3 soucis. Howard avait cette façon d'être extrêmement contrôlant. Il voulait que toutes les décisions passent par lui, que tout le monde se réfère à lui. Il donnait aucun pouvoir au manager, il déléguait absolument rien du tout. Et de sorte que la production du film, justement, Hells Angels, a été extrêmement chaotique. Les gens, en fait, les employés,
tous ceux qui travaillaient sur le tournage en fait ont eu un turnover extrêmement fort. Il y a eu énormément de démissions et de gens qui sont partis en fait durant le tournage. Ça a été extrêmement chaotique. Ça lui a coûté énormément d'argent. Et au final, le film, même s'il a bien marché auprès du public, il n'a pas été rentable en fait. Il dira de lui-même après coup que ça a été une des pires erreurs de sa vie. Parce que en essayant de tout contrôler, que toutes les décisions passent par lui, etc., de faire le travail de 12 hommes en fait, que c'était extrêmement prétentieux et que vraiment il aurait dû déléguer le pouvoir, il aurait vraiment dû prendre des managers, etc., etc. Donc il a dit que c'était vraiment une grosse erreur de sa part. Retenez bien ça, retenez bien cette phrase. Parce qu'on va la voir plusieurs fois par la suite justement. Et malgré ce problème-là, il avait toujours cette passion pour les avions qui le prenait très très fortement. Et il continua en construisant une usine. En fait, il a voulu construire une usine de construction d'avions, ce qu'il a fait. Et coup de chance, on va dire, pour lui en tout cas, c'est que la Seconde Guerre mondiale s'est enclenchée, a été déclarée. Et donc il y a l'armée qui ont commandé à son entreprise du coup 3 gros porteurs. En fait, Howard Hughes avait une très grande qualité, c'est qu'il avait extrêmement... il avait vraiment beaucoup de charme en fait, il arrivait à charmer complètement les gens, il faisait du lobbyisme de manière très très efficace et il arrivait comme ça à se présenter comme étant un businessman extrêmement talentueux qui était président d'une entreprise qui était milliardaire, enfin vraiment quelqu'un qui arrivait à se présenter et à faire du lobbyisme de manière très très efficace. Et de cette manière, il put obtenir des contrats de la part de l'armée pour obtenir des avions de transport, pour construire des avions de transport, à une hauteur de 18 millions de dollars de l'époque. Et donc c'était un contrat extrêmement juteux, mais le problème c'est qu'encore une fois, Howard Hughes voulait que toutes les décisions soient prises par lui, il ne déléguait absolument rien, il y avait mis des amis à lui en fait, à des hauts postes dans son entreprise, et donc du coup, c'était des gens qui n'avaient pas forcément les compétences pour faire le travail en question, de sorte que Howard voulait absolument tout contrôler, et des retards de livraison sur retards de livraison, l'armée a commencé à se poser des questions quand même, en se disant, mais nos avions, où sont-ils? On a acheté des avions, on voudrait bien les avoir. Donc ils sont allés voir l'usine de Howard Hughes du coup et ils se sont rendus compte de l'ampleur de la catastrophe, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune chaîne de montage qui avait été mise en place, il y avait un manque de professionnalisme absolument total et Howard voulait tellement contrôler absolument tout en fait que les managers qui l'embauchaient au fur et à mesure démissionnaient encore plus vite presque parce qu'ils se rendaient compte qu'ils ne pouvaient rien faire et donc c'était vraiment un gros problème. Malgré tout, même après la fin de la guerre où il n'avait livré aucun avion, il s'était quand même engagé à construire malgré tout les avions qu'on lui avait commandés, quand même, un minimum. Sauf que, encore une fois, c'était des avions qui ont été effectivement construits, mais qui étaient très très mal conçus et aucun des 3 ne volèrent en fait, n'ont pu jamais décoller. C'est quand même un petit peu dommage. Là-dessus, du coup, quelques années plus tard, Howard Hughes voulait racheter un grand studio hollywoodien. Il est revenu à son passion pour le cinéma. Et il a voulu racheter un studio hollywoodien. Et le problème, c'est que dès que l'équipe qui était en place du coup dans le studio a appris que c'était Howard Hughes qui avait racheté le studio, il y en a plein qui se sont dit « Oh là là, il faut absolument qu'on démissionne avant même qu'il arrive parce que ça va être une catastrophe, justement. » Vous voyez la réputation du gars quand même à cette époque-là. Et là-dessus, Howard, dans sa capacité à pouvoir faire du lobbyisme et de se présenter de manière extrêmement charmeur avec les gens, avait quand même réussi à les convaincre de rester au moins le temps de faire ses preuves en fait. Il leur avait vraiment promis que l'équipe en place avait réussi à faire de très bons films, avait vraiment réussi à être rentable, donc il n'y avait aucune raison que lui vraiment intervienne là-dedans, quoi. Donc vous avez carte libre, leur a-t-il dit, et vraiment, voilà, moi je suis juste derrière, mais je vous laisse faire. C'est pas du tout ce qui s'est passé, évidemment, hein. Évidemment, vous vous en doutez. Il a été extrêmement, encore une fois, beaucoup trop contrôlant. Il essayait vraiment de fourrer son nez partout. Il sapait complètement même l'autorité des managers qui étaient déjà en place. Et finalement, de sorte que c'est lui qui prenait toutes les décisions. Et encore une fois, c'est lui qui faisait le travail de 12 hommes, de 12 personnes en fait. Et
Encore une fois, ça a été une catastrophe. L'équipe, il y a plus de la 30%, un tiers de l'équipe, du coup, parmi les meilleurs en plus, qui sont partis pour créer autre chose après derrière. Et de sorte que, sous la direction de Howard Hughes, du coup, son studio de cinéma n'a fait que flop sur flop. Ça a été une catastrophe sur catastrophe. Voilà. Et il n'avait pas vendu son usine de construction d'avions pour autant, il l'avait gardée. De sorte que lorsque la guerre du Vietnam éclata, eh bien, il a réussi encore une fois à se montrer tellement charmeur et tellement lobbyiste, encore une fois, auprès de l'armée, que l'armée lui commanda des hélicoptères de combat, avec en plus le droit de pouvoir transformer les hélicoptères après, dans les plans, pour les transformer en hélicoptères civils et pour les revendre à leurs propres intérêts. Donc c'était vraiment un contrat extrêmement juteux, extrêmement intéressant pour Howard Hughes. Et son entreprise surtout. Évidemment, devinez ce qui s'est passé. Est-ce que Howard Hughes a appris de ses échecs passés, a appris à déléguer le pouvoir, a appris vraiment à devenir plus professionnel et à créer des chaînes de montage qu'il aurait fallu pour pouvoir livrer les hélicoptères en temps et en heure? Lorsque l'armée découvrit que effectivement la situation était catastrophique dans son usine, en fait, ils imposèrent à Howard Hughes un manager en chef, un manager qui s'appelait Charles Perrell. Je ne vais pas essayer de le prononcer à l'anglaise, parce que voilà. Mais voilà, et donc ils ont imposé ce manager-là à Howard Hughes qui n'était pas du tout d'accord. Mais bon, c'est comme ça. Et petit à petit, il a réussi quand même, Howard Hughes, à saper complètement l'autorité de Charles Perrell, de sorte qu'il n'a rien pu faire et que les hélicoptères n'ont même pas été livrés au final. Ils n'ont jamais été livrés. Donc, avec toutes ces histoires-là, en 1976, du coup, Howard Hughes est mort. Il est mort à 42 kilos, il faisait que 42 kilos. On découvrit, alors qu'il était... il vivait dans une chambre d'hôtel complètement scellée avec des gens qui venaient lui apporter ses repas, de sorte qu'il vivait complètement en isolation quasi totale, en fait, dans une chambre d'hôtel, parce qu'il avait extrêmement peur des germes, en fait, de n'importe quel pathogène qui aurait pu l'atteindre. Vraiment, il vivait d'une manière très particulière. Ses anciennes petites amies, en fait, il les faisait suivre par des détectives privés pour savoir ce qu'elles faisaient, vraiment leurs moindres faits et gestes. Enfin, vraiment, quelqu'un de très particulier qui se droguait beaucoup. Il était vraiment addict aux narcotiques et aux antidouleurs. Enfin, voilà, quelqu'un de quand même très particulier et qui tranchait complètement avec l'image justement de businessman milliardaire qu'il arrivait à se créer malgré tout, quoi. Donc c'était vraiment... c'est vraiment l'une des deux grandes leçons qu'on peut retenir justement de l'histoire de Howard Hughes, c'est que même si quelqu'un arrive à se présenter de manière extrêmement impressionnante, qui arrive à vraiment montrer des signes de confiance énormes, que quelqu'un qui est milliardaire, qui se présente comme un super chef d'entreprise vraiment au top niveau, peut en fait derrière ça, en réalité, être extrêmement mauvais et pas professionnel du tout en réalité. Howard Hughes, du coup, a pu faire tout ce qu'il a fait grâce à l'argent de son père, mais finalement, tout ce qu'il a fait lui-même, il n'y a rien qui a été rentable, ou alors juste un truc ou deux, je crois, et à peine rentable, et finalement... c'était un businessman absolument exécrable, absolument affreux. C'était une catastrophe, en fait, en termes de gestion. Et la deuxième leçon qu'on peut tirer de cette histoire-là, c'est en fait une conséquence de la première, c'est que comment on fait du coup pour savoir comment les gens, enfin pour lire au travers du masque social des gens justement, comment on peut savoir, au-delà de la réputation, au-delà de leur façon de se présenter, véritablement découvrir qui on a en face de nous en fait. Eh bien pour ça justement, il y a une règle, il y a une loi en comportement, dans le comportement humain, que Robert Greene du coup répète tout le long de ce chapitre. C'est la loi qui dit « Les gens ne font jamais les choses qu'une seule fois ». En réalité, exactement comme ce que Howard Hughes avait fait, du coup, il avait, dès le départ, en fait, dès son premier film, Hells Angels, il avait compris que justement, vouloir tout contrôler lui-même et ne rien déléguer du tout était un problème, en fait, vraiment. Et pourtant, c'est ce qu'il a continué à faire avec son deuxième studio hollywoodien, avec son entreprise, avec ses usines, en fait, ses avions et ses hélicoptères. Il a toujours fait la même chose, finalement, même s'il savait que c'était une mauvaise idée. Et en fait,
ce que nous dit Robert Greene ici, c'est-à-dire que nos comportements, nos idées, nos décisions ne dépendent pas seulement de notre propre volonté. Voilà, ça c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de son chapitre, hein, mais qui est assez... On n'aime pas en fait cette idée-là. On n'aime pas le fait de croire ou de comprendre que nos décisions et nos actions, la manière dont on fait les choses ne dépendent pas uniquement de ce qu'on veut faire, mais ça dépend en réalité de notre caractère. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments en fait de notre caractère que l'on ne comprend pas ou qui sont, on va dire, inconscients. Vous vous rappelez, comme on avait vu dans le premier chapitre, hein, tout ce qui est des biais cognitifs, en plus de ça, on a un caractère. Un caractère qui nous fait faire des choses même contre notre propre intérêt finalement dans certains cas. Et pourquoi alors en fait on fait ce genre de choses-là, même si ce sont des choses qui nous sabotent en fait, on fait des auto-sabotages. Et la raison à ça, c'est parce que dans notre caractère, il y a 3 composantes majeures. Et ça va être véritablement la clé à comprendre pour vraiment comprendre le fonctionnement des êtres humains. C'est que les 3 composantes majeures de notre caractère sont notre génétique, déjà dans un premier temps. Il cite beaucoup les travaux d'une chercheuse de la psychologie de l'enfance qui s'appelle Mélanie Klein. Et ayant étudié les enfants en bas âge, du coup, Madame Klein s'est rendue compte qu'il y avait certains enfants qui étaient même à très très bas âge plus enclins à la cupidité, d'autres plus enclins à la dépression, d'autres plus facilement généreux et d'autres, voilà. En fait, d'autres plus agressifs même, naturellement. De sorte que les enfants étant tellement jeunes, ils n'ont pas eu le temps de se faire imprégner, de se faire corrompre, on va dire, par le système, par la société, par leur entourage proche directement, de sorte que c'est uniquement leur attitude génétique qui s'exprime lorsqu'ils sont aussi peu âgés que ça. Et il y en a certains justement qui ont des caractéristiques qui montrent que c'est leur génétique qui parle et non pas l'influence qu'ils ont reçue de leurs entourages. Ce sont des choses qui ont été validées par la science après coup. Par exemple, il y a une expérience, enfin c'est pas une expérience, c'est une observation qui a été faite sur des jumeaux et même sur des gens qui sont pas des jumeaux. Vous prenez quelqu'un à la naissance, vous le placez dans une famille d'accueil, ok, et il n'a jamais connu ses parents biologiques. Eh bien, il y a des études qui ont montré que le comportement de ces gens-là, une fois adultes, était plus proche de leurs parents biologiques, même s'ils ne les ont jamais connus, que de leurs parents d'accueil, en fait. Vous voyez? C'est vraiment à ce point-là. Donc, il y a vraiment une composante génétique dans nos comportements qui est très forte, en fait. Mélanie Klein, du coup, avait aussi remarqué que les 4 premières années de la vie, de notre vie à tous, en fait, est extrêmement importante au niveau de la structure de notre mémoire et de la structure de nos comportements. Dans la mémoire, en fait, les traces des émotions et de ce qu'on a vécu à cet âge-là restent en fait très très fortement engrammées dans le cerveau, et de sorte que tout ce qu'on vivra par la suite ne laissera jamais une trace aussi importante, vous voyez, que ce qui a été fait à cet âge-là. Il cite aussi les travaux d'un chercheur anthropologiste qui s'appelle John Bowlby, qui lui a beaucoup étudié justement les enfants à cet âge-là et qui a montré que la relation qu'on a avec notre mère, vu que c'est elle qui s'occupe principalement de nous à cet âge-là, eh bien la relation qu'on a avec notre mère va beaucoup structurer justement la façon dont on va interagir avec les autres après et nos schémas émotionnels. En fait, ça va énormément influencer tout ça. De sorte qu'il a découvert qu'il y a 4 grands schémas, en réalité, 4 grands schémas de comportement que l'on a, de schémas de comportement et aussi de relations qu'on a avec notre mère justement à cet âge-là et qui vont avoir un impact important pour tout le reste de notre vie. Le schéma type, le schéma idéal, on va dire, c'est le schéma qu'il appelle le schéma de liberté. Le schéma de liberté, c'est-à-dire c'est une mère en fait qui s'occupe de son enfant de manière à lui laisser la liberté, c'est-à-dire qu'elle est toujours là pour lui s'il en a besoin, si elle a besoin d'elle. L'enfant peut toujours compter sur sa mère, mais il peut aussi explorer son environnement comme il l'entend. Évidemment, tout en étant protégé, évidemment, parce qu'on ne va pas laisser un enfant s'approcher du feu, par exemple. Mais voilà, c'est ça l'idée. C'est l'enfant peut faire ce qu'il veut, peut tester les choses qu'il veut, voilà, tout en ayant sa mère derrière lui si besoin. Voilà, ça c'est le schéma idéal. Mais il y a 3 autres schémas, 3, que John Bowlby cite ici, par exemple,
les mères rejetantes. Alors les mères rejetantes, ce sont des mères qui sont en fait très distantes avec leurs enfants, de sorte que le petit ou la petite se sent abandonné en fait, a la sensation d'abandon et va faire tout ce qu'il peut pour essayer de capter l'attention de sa mère. De sorte que ça donne des schémas comme par exemple un enfant qui ne trouve pas d'autres moyens de capter l'attention de sa mère que d'être malade par exemple, où là il obtient l'attention de sa mère justement, l'attention qu'il veut, eh bien ça peut donner une fois adulte des gens qui vont volontairement avoir des mauvais comportements ou volontairement tomber malade pour qu'on s'occupe d'eux en fait. Par exemple dans un couple, lorsque cette personne-là est en couple, elle va soit avoir des tendances à l'alcoolisme, soit justement à tomber malade facilement, pour essayer de manipuler l'autre de sorte qu'il s'occupe de lui. Vous voyez, ça peut donner ce genre de choses. Le troisième schéma type, en fait, justement, qui est décrit par John Bowlby, c'est ce qu'il appelle la mère ambivalente. Alors, ça, c'est un schéma qui montre une mère qui a des conflits émotionnels en elle-même, ok? Et ces conflits internes sont projetés sur l'enfant. C'est-à-dire que un coup, elle est surcouvante, c'est-à-dire qu'un coup, la mère vraiment s'occupe énormément de son enfant jusqu'à l'étouffer complètement, même carrément. Et une autre fois, elle est très distante avec lui. De sorte que l'enfant, en fait, il est un petit peu... il se pose des questions, en fait. Et il ressent, ce que dit Robert Greene ici donc, dans son livre, c'est que l'enfant ressent qu'il doit s'occuper de sa mère et devenir, en fait, un parent pour sa mère, lui-même. Une fois adulte, en fait, pour avoir l'attention des autres, justement, s'occuper des autres. Par exemple, ce sont des gens qui, dès qu'ils vont avoir quelqu'un qui vont être dans le besoin, dont ils cherchent l'attention, eh bien, ils vont arriver avec des ressources, ils vont arriver avec de l'aide, ils vont leur apporter beaucoup d'aide, beaucoup d'attention, tout ça. Et ça peut être très positif, là, pour le coup. Mais ça peut aussi aller trop loin, et notamment apporter tellement d'aide, en fait, pour se rendre indispensable à la personne qu'il souhaite, justement, de sorte que la personne en question ne peut plus du tout se dépêtrer, ne peut plus du tout en fait se sortir des griffes en fait justement de cette personne et d'avoir un comportement de contrôle justement. Et le quatrième schéma de relation entre la mère et l'enfant, ce sont les mères désordonnées. Les mères désordonnées, ça c'est le pire des schémas en fait. Ce sont des mères qui ont beaucoup de conflits émotionnels en elles-mêmes aussi, mais à un degré plus intense, de sorte que sa relation à l'enfant est très, très particulière parce que l'enfant, quoi qu'il dise ou quoi qu'il fasse, ça sera jamais bien. Voilà, quoi qu'il dise ou quoi qu'il fasse, il n'y a rien qui va jamais. De sorte que là, l'enfant, il va avoir beaucoup de difficultés à se développer émotionnellement de manière stable. Il va être émotionnellement instable plus tard. Et évidemment, ce que je dis là est sujet à tout un tas de nuances, tout un tas d'intensités, de degrés d'intensité différentes, bien sûr. Mais ce sont des grandes tendances qui ont été montrées par le chercheur. Et d'ailleurs, fun fact, souvent on voit des gens qui ont beaucoup de paradoxes en eux-mêmes, beaucoup de contradictions dans leur propre personnalité. Je suis sûr que vous connaissez des gens comme ça, ou alors que vous êtes vous-même comme ça. Je pense que tout le monde est comme ça à un certain degré, encore une fois, d'avoir des paradoxes, d'avoir des contradictions dans ce qu'on fait. Par exemple, typiquement, des gens qui sont très à cheval sur la santé, qui prennent vraiment soin d'avoir une nutrition 100% bio, qui font du yoga, qui recherchent beaucoup toutes ces techniques de bien-être, etc. Mais qui, d'un autre côté, fument. Vous voyez ? Ça, c'est très contradictoire. Ou pareil, des gens qui, par exemple, peuvent être à la fois très cupides, mais avec un discours très idéaliste, très porté vers la générosité. Et pourtant très cupides d'un autre côté, vous voyez. Donc ça, ce sont des paradoxes qui, d'après Robert Greene, du coup, sont générés par une dissonance entre justement les différentes couches, les différentes composantes de notre caractère. Je vous ai parlé de deux composantes de notre caractère pour l'instant. Il y a donc notre part génétique, la manière dont on a été élevé jusqu'à nos 4 ans. Ok, ça c'est la deuxième composante. La troisième composante, c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant vu qu'il s'agit de nos habitudes. Alors nos habitudes, c'est la seule chose sur laquelle on a du pouvoir, évidemment, puisque notre génétique, on ne la choisit pas. Pareil, notre relation à notre mère à cet âge-là, c'est un petit peu trop tard pour y changer quoi que ce soit.
mais on a le pouvoir de pouvoir changer nos habitudes. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. C'est de plus en plus difficile avec l'âge, mais malgré tout, c'est facile à comprendre. Hein. Vous prenez deux jumeaux, vous en prenez un qui ne fait pas du tout attention à son alimentation, qui ne fait pas de sport, qui regarde la télé 3 heures par jour, et vous prenez le deuxième jumeau qui lui mange sainement, qui se fait plaisir aussi, mais qui mange plutôt sainement, on va dire, qui fait du sport et qui, au lieu de regarder la télé 3 heures par jour, lit des livres 3 heures par jour. Des livres comme par exemple ceux que je fais en résumé sur ma chaîne YouTube, hein, à tout hasard. Eh bien, vous prenez ces deux personnes-là et au bout de 10 ans, à votre avis, est-ce que ces personnes-là vont être absolument identiques? Est-ce qu'ils vont être identiques, ces deux jumeaux? Bah non, déjà rien que leur physique, ça va se voir tout de suite. Nos habitudes nous influencent énormément, bien sûr. Avec tout ça, Robert Greene nous peint un tableau en fait où il y a deux grands types de caractères. Il y a les caractères forts et les caractères faibles. D'ailleurs, petite anecdote à ce sujet-là, c'est assez rigolo de voir que Robert Greene fait une petite entorse à son propre système, à ses propres conseils finalement, vu que depuis tout le début du livre, si vous suivez ces vidéos-là, vous savez qu'il donne vraiment beaucoup d'importance au fait de ne pas juger les choses, de ne pas juger les gens finalement, vous voyez. Et pourtant, ici, et je trouve que c'est un conseil tout à fait pertinent hein, pour le coup, mais pour le coup ici, le fait de qualifier de fort ou de faible certains caractères, c'est un jugement, vous voyez. Ce que je trouve assez rigolo du fait que voilà, il prône l'inverse depuis le départ. Mais bon, admettons, ce que Robert Greene ici dépeint comme étant un caractère fort, ce sont des gens qui ont la capacité à finir leur projet, à être persévérants, à pouvoir travailler en groupe de manière sereine, et à véritablement ne pas se laisser écraser par les circonstances, par les événements, avoir la possibilité de faire face aux choses imprévisibles, et aussi d'être plus patient, d'être plus facilement organisé. Tout ce genre de choses-là, tous ces caractères-là sont des éléments qui font partie en fait justement des caractères forts, du caractère fort d'après Robert Greene. En contrepartie, il dépeint les gens au caractère faible comme ayant des comportements de gens qui s'écroulent facilement sous la pression, de gens qui ont beaucoup plus de difficultés à gérer les choses imprévisibles. Les imprévus, ça les bouleverse complètement. Ce sont des gens aussi qui vont refuser en bloc les critiques. Ça, c'est un élément qui est très facile à remarquer du coup chez les autres. Si vous voyez quelqu'un qui refuse en bloc toute forme de critique, déjà, c'est un élément très important pour qualifier cette personne-là de caractère faible au sens de Robert Greene, encore une fois. Autre chose aussi, ce sont souvent des gens dont on a l'impression de parler à un mur, en fait, lorsqu'on parle d'un sujet ou un autre, lorsqu'on essaye de négocier quelque chose et que ces gens-là sont des murs complets, on a vraiment l'impression que, oh là, ils ont la tête extrêmement dure et on a impossibilité totale de pouvoir parler avec eux de manière ouverte, en fait. Voilà, ça c'est ce qu'il qualifie de caractère faible. Et bien évidemment, ce qu'il nous invite à faire, c'est de transformer nos habitudes, hein, vu que c'est la seule chose sur laquelle on peut avoir de l'influence sur notre caractère. Eh bien, nos habitudes de sorte à devenir ou à changer notre caractère pour qu'il devienne fort, justement. Comme étudiant à la nature humaine, vous devez savoir dans un premier temps, d'après Robert Greene du coup, qu'il faut analyser votre propre caractère, bien évidemment. Il faut savoir justement que l'on peut changer nos habitudes, que l'on peut changer nos patterns négatifs, vu qu'on a tous du coup des comportements qui nous sont préjudiciables, ou en tout cas peut-être pas tout le monde, mais je pense une grande majorité des gens ont certains comportements qui sont des auto-sabotages, hein, dont on parlait avant, et donc il faut réussir à les identifier, un peu comme Howard Hughes justement avec son côté hyper contrôlant qui essayait de toujours tout faire passer par lui en fait. Eh bien, il est bien possible que que vous ayez un comportement comme ça. L'idée, bien sûr, c'est d'essayer de l'identifier d'abord. Pour ça, il faut deux choses. D'abord, être extrêmement honnête avec soi-même. Ne pas hésiter à se regarder en face, en réalité. Et là, vraiment, je vous invite à prendre un papier avec un crayon pour noter tout ce que je vais dire par la suite, parce que véritablement, c'est un exercice du livre qui est extrêmement puissant et extrêmement important.
Il faut réussir du coup à analyser son propre comportement. Pour ça, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Déjà, essayer de regarder, essayer de demander à ses parents ou ses tuteurs, ceux qu'on a côtoyés lorsqu'on était tout jeune, pour leur demander justement quel était notre comportement lorsqu'on avait moins de 4 ans justement, pour savoir quelles sont nos inclinaisons génétiques. Okay, est-ce qu'on est plutôt joyeux? Est-ce qu'on est plutôt renfermé? Est-ce qu'on était plutôt à cette époque-là cupide justement, agressif? Voilà. Donc ça va nous permettre d'identifier nos comportements génétiques, nos comportements issus de nos gènes. Et évidemment aussi de leur poser la question, parce que souvent ce sont les mêmes personnes qui se sont occupées de nous à cet âge-là, et essayer de retrouver quels ont été notre comportement, notre relation à notre mère justement. Voilà, donc ça va nous donner beaucoup d'éléments pour comprendre justement comment est-ce qu'on agit aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'on a peut-être certains comportements négatifs. Au-delà de ça, il y a aussi tout un tas de choses que l'on peut remarquer. Par exemple, comment est-ce qu'on gère les problèmes généralement? Okay, est-ce qu'on est surchargé souvent ou est-ce qu'au contraire on est plutôt à l'aise sous la pression? Est-ce qu'on arrive à tenir sous la pression? Ou est-ce qu'on est facilement surchargé? Quels sont nos rapports aux autres? Est-ce qu'on a des rapports aux autres qui sont faciles? Est-ce qu'ils sont fluides? Est-ce qu'on a des rapports aussi d'attention? Est-ce qu'on a vraiment besoin de l'attention des autres? Si on est vraiment honnête avec nous-mêmes, hein, encore une fois. Et comment est-ce qu'on arrive à obtenir l'attention des autres aussi? Ça, c'est aussi une chose importante, comme on l'a vu juste avant. Il y a tout un tas de choses comme ça aussi. Est-ce qu'on arrive à travailler en groupe facilement? Est-ce qu'on arrive à finir les choses véritablement, nos projets? Est-ce qu'on finit vraiment nos projets? Ou est-ce qu'on a tendance à passer d'un projet à l'autre et à en finir peut-être 1 sur 10, Inch'Allah. Je ne sais pas si c'était tout à fait juste de dire ça ici, mais bon. Vous voyez, donc il y a tout un tas de choses comme ça que l'on peut observer de notre propre comportement qui peut nous donner des indications justement sur quels sont nos patterns. Par exemple, quelles sont les 10 dernières choses que vous avez bien réussi? Notez-les dans une colonne. Quelles sont les 10 dernières choses que vous n'avez pas réussi, que vous avez échoué lamentablement? Faites-en une autre colonne à côté. Et essayez de vous dire avec ces 2 colonnes-là, quels ont été les patterns récurrents? Quels ont été justement mes comportements, nos comportements récurrents lorsqu'on a réussi les choses ou lorsqu'on a échoué en fait justement les choses. Quels ont été les patterns récurrents justement. Ça a aussi une très bonne indication sur nos auto-sabotages potentiels justement. Voilà, donc il y a toutes ces choses-là à voir hein, évidemment. Et voilà, je vous encourage vraiment à essayer d'être le plus honnête possible avec vous-même. Essayez de vous dire qu'est-ce que je pourrais faire mieux? Est-ce que je suis vraiment bon dans ça? Est-ce que je essaie de vraiment créer un doute à chaque fois pour pouvoir avoir plus de facilité à être honnête en fait finalement avec vous-même. Mais c'est pas facile, hein. C'est un exercice qui se fait vraiment sur des semaines et des semaines. Enfin, c'est compliqué. Hein. Je suis surtout pas là à vous dire que c'est quelque chose de facile et de simple. Deuxième chose à savoir en tant qu'étudiant à la nature humaine, c'est que bien évidemment, une fois que vous avez appris à analyser vos propres comportements, eh bien l'idée c'est de comprendre les autres, d'analyser le comportement des autres. Parce que imaginez que vous vous retrouviez avec un partenaire de vie ou un partenaire dans les affaires ou dans partenaire professionnel qui se trouve être comme Howard Hughes par exemple, à quelqu'un qui arrive à se présenter de prime abord comme étant quelqu'un d'extrêmement compétent, d'extrêmement confiant, extrêmement charmeur avec une réputation très établie, mais qu'au final vous vous rendez compte après coup que ah mince, bah, c'est quelqu'un qui est impossible à vivre, qui est extrêmement contrôlant, enfin qui est terrible quoi, vraiment à vivre. Eh bien finalement, si vous êtes entrepreneur et que vous avez investi des capitaux avec cette personne-là, ben, si jamais cette personne vous fait défaut et commence à vraiment poser des problèmes, bah, ça peut être très problématique. Pareil, si vous avez épousé tout simplement une personne comme ça, vous pouvez passer des années de misère en fait. Et donc, ce que Robert Greene insiste, c'est que le fait de bien comprendre les autres, ça peut vous éviter des années de misère. Vraiment. Et c'est d'ailleurs l'une des grandes... Enfin, c'est d'ailleurs le premier élément que Warren Buffett, du coup, le grand investisseur multimilliardaire, regarde chez les gens. C'est-à-dire que dès que Warren Buffett veut investir dans une entreprise, par exemple, la première chose qu'il regarde, c'est le PDG. Le comportement du PDG, est-ce que cette personne-là est résiliente? Est-ce qu'elle a un caractère fort, justement, au sens de Robert Greene?
Est-ce que cette personne-là sait travailler en groupe, n'a pas un ego trop surdimensionné? Enfin, voilà. Est-ce que c'est une personne qui est apte à réaliser, une personne apte à faire le travail, en fait, tout simplement, d'un point de vue du caractère, justement, de l'émotionnel. D'ailleurs, petite précision, enfin, petite anecdote. Je suis en train de lire en ce moment un livre qui s'appelle les Harvard Business Review sur l'intelligence émotionnelle. Donc Harvard Business Review, c'est un magazine habituellement publié par l'université, mais là ils ont vraiment édité des livres sur sur tout un tas de sujets différents. Et sur l'intelligence émotionnelle, ils en ont fait un. Et ça ressemble quand même énormément à ce que Robert Greene appelle justement les caractères forts. Les gens avec une intelligence émotionnelle développée ressemblent énormément à ce que Robert Greene appelle les caractères forts. Donc, je pense que c'est un terme qui est plus approprié, je trouve, qu'avoir caractère fort ou caractère faible, comme je disais justement, qui est plutôt jugement en fait. C'est un jugement en fait de dire fort ou faible finalement. Comme vous le savez, Robert Greene aime beaucoup les histoires pour illustrer tous ses propos, et notamment pour illustrer le caractère faible, comme il l'aime appeler, eh bien je vous propose l'histoire de Cassius Severus. Cassius Severus, c'était un Romain sous le temps de l'Empire romain, sous Auguste, et c'était un orateur public extrêmement talentueux, quelqu'un d'extrêmement éloquent, un avocat de très très bonne réputation, mais qui avait tendance à faire pas mal de discours, à être un chroniqueur public de son temps, en fait, de son époque, qui faisait des discours extrêmement agressifs, extrêmement agressifs contre justement les hauts placés de l'Empire à son époque, qui avaient une vie extrêmement extravagante, et vraiment, lui, ça lui déplaisait fortement, de sorte que voilà, il était de plus en plus agressif dans ses discours, il réunissait tout un tas de gens autour de lui, évidemment, parce que c'est toujours intéressant d'écouter quelqu'un qui parle bien, justement, comme ça, s'énerver en place publique. Et voilà, il y en a plein des chroniqueurs comme ça aujourd'hui, politiques, qui sont comme ça encore aujourd'hui. Donc ça change, ça n'a pas changé. Et le problème pour Cassius Severus, c'est que les gens auxquels il s'en prenait dans ses discours, c'était quand même les autorités. Et il commençait à en avoir un peu marre, justement, de ce gars-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'un beau jour, eh bien, Cassius Severus commençait à recevoir des lettres de menaces, ce qui n'a pas eu beaucoup l'effet escompté apparemment, puisque Cassius Severus s'est mis à être encore plus virulent dans ses discours, à attaquer les gens encore plus, beaucoup plus agressif, etc. Donc vraiment, au bout d'un moment, ça a commencé à vraiment casser les pieds menus aux autorités, et ils ont carrément envoyé la milice chez lui, prendre toutes ses affaires, le balancer dans la rue, y mettre le feu aux affaires de Cassius Severus, prendre le gars en question, le mettre dans un bateau, hop, direction l'île de Crète, et avec l'ordre d'y rester pour le restant de sa vie en exil. Carrément. Et est-ce que ça a commencé à calmer Cassius Severus? Pas vraiment. D'après les chroniqueurs de l'époque, d'après les restes qu'on a eus de cette époque-là, en fait, Cassius Severus était encore plus amer qu'avant, était encore plus agressif, encore plus en colère du coup, du traitement qu'il avait reçu. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à écrire des courriers et à les envoyer à Rome, en fait, justement, depuis l'île de Crète. Mais au bout d'un moment, les autorités ont commencé à se rendre compte que ça finirait jamais, en fait, que vraiment le gars, il casse les pieds beaucoup trop, et donc il faut en finir définitivement. Ils l'ont pas tué quand même, mais je sais pas si c'était aussi mieux, je sais pas si c'était tellement mieux. C'est-à-dire qu'ils ont pris le gars, ils l'ont envoyé sur un rocher inhabité dans la mer Égée, et ils l'ont obligé à rester là-bas pour le restant de sa vie. Et il a passé les 8 dernières années de sa vie sur ce rocher inhabité, tout seul, voilà, du coup, en survivant par ses propres moyens. Et pourquoi est-ce que Robert Greene nous raconte cette histoire-là? En fait, c'est parce que justement, c'est quelqu'un qui a complètement refusé les critiques, qui a complètement refusé de remettre en cause sa façon de faire, et qui est justement l'une des caractéristiques, des caractères faibles justement dont il parle. Les gens qui ont, que lorsqu'on leur parle, on parle à un mur en fait, vraiment, et qui refusent toute forme de critique. Vous voyez, ça c'était typiquement l'histoire de Cassius Severus justement. Il y a eu un autre personnage historique qui a eu une très bonne analyse lui aussi de la nature humaine, c'était un certain Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, donc ancien président des États-Unis, a lui dit un jour que
si tu veux connaître un homme, donne-lui du pouvoir. Car souvent, on entend dire que le pouvoir change les gens, que le pouvoir transforme la psychologie et la personnalité des gens qui en ont. Et c'est souvent quelque chose qu'on entend dire de la part d'anarchistes, par exemple. Mais en réalité, ce que nous dit Abraham Lincoln ici, c'est qu'en réalité, le pouvoir révèle la personnalité des gens, en réalité. Car une fois qu'on a atteint l'échelon maximal d'une organisation, finalement, on peut se relâcher justement, on peut se détendre. Ça y est, on a atteint l'échelon maximal. Donc justement, ça nous révèle notre véritable psychologie finalement. Vous voyez, la manière dont on va traiter nos subordonnés révèle beaucoup plus qui on est que comment est-ce qu'on parle à nos supérieurs finalement, vous voyez. Clairement. Ça, c'est toute l'histoire de Lyndon Johnson. Dans les années 50-60, Lyndon Johnson ça a été aussi un ancien président des États-Unis, mais avant d'être président des États-Unis, dans les années 50, donc, il était président du groupe sénatorial pour les démocrates, du coup au Sénat américain, et dans le camp d'opposition, donc. Et en réalité, une fois qu'il a réussi à devenir président du groupe sénatorial, il s'est relâché. Il s'est relâché complètement et il a complètement changé en fait de façon d'être et de personnalité quelque part. Parce que lorsqu'il était juste sénateur, il essayait de faire bonne figure, d'apprendre un maximum, d'être vraiment courtois. Mais dès qu'il est devenu président du groupe, son comportement a changé complètement et c'est devenu même quelque chose d'assez connu aux États-Unis. De sorte qu'il est passé de la personne courtoise à vraiment celle qui humilie les gens. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui avait eu beaucoup de conflits justement avec tout un tas d'autres sénateurs pendant ses mandats précédents. Et donc il avait décidé, une fois arrivé président, d'humilier carrément ceux qu'il n'aimait pas en fait tout simplement. Dès qu'il y avait un sénateur qu'il n'aimait pas qui faisait un discours important, il se levait et il quittait la salle du Sénat tout simplement en amenant avec lui son groupe sénatorial. Vraiment, c'était quelqu'un qui basait beaucoup sur l'humiliation, qui se montrait physiquement en fait. Lorsqu'il avait un débat avec un autre sénateur, il allait vers lui et il le bloquait physiquement en fait par sa carrure. Vraiment quelqu'un qui était connu pour ça, pour être vraiment très agressif à ce niveau-là et même aller vraiment trop loin. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Le pouvoir révèle vraiment les gens en réalité. Il y a plusieurs autres critères qui permettent d'analyser les gens en fait justement. Il y a notamment le choix du partenaire de vie de quelqu'un. Vous analysez quelqu'un en fonction de son partenaire de vie, vous regardez vraiment comment est-ce qu'il fonctionne dans son couple et son choix de partenaire. Ça révèle aussi beaucoup de choses. Okay ? Il y a d'autres critères aussi, comme par exemple, est-ce que la personne est compétitive? Est-ce qu'elle est, pas compétitive, mais compétitrice? Est-ce que c'est un compétiteur né ou est-ce que, au contraire, il est plutôt à la cool? Ça peut révéler plusieurs choses aussi. Par exemple, vous prenez deux types de compétiteurs différents. Un compétiteur qui effectivement aime énormément gagner, lui il est là pour gagner et pas pour participer, clairement, mais que s'il se fait battre, accepte très facilement en fait, et va même féliciter la personne qui l'a battu. Maintenant, vous prenez un autre type de compétiteur qui, lui, est très mauvais perdant, ok. Dès que quelqu'un le bat, en fait, finalement, il va essayer de regarder les règles, il va regarder l'arbitre pour essayer de négocier des trucs, pour essayer de négocier les points, enfin voilà, ce genre de choses. Quelqu'un qui est vraiment très mauvais perdant, là, ça peut révéler une insécurité, justement, une peur de se faire dépasser et une insécurité, par exemple, vous voyez. Donc, les mauvais perdants, les mauvais joueurs, en fait, ça révèle quelque chose, justement, sur la personnalité de la personne que vous êtes en train d'analyser. Une autre chose aussi, quelque chose que Robert Greene prend beaucoup le temps d'expliquer dans son livre, c'est la différence entre les introvertis et les extravertis. Alors c'est quelque chose qu'on avait déjà vu lors de la dernière vidéo, mais là il la rajoute une couche là-dessus où en gros les introvertis, il les décrit comme des gens qui sont très sensibles en fait, qui n'aiment pas trop le bruit, qui n'aiment pas trop l'activité. Plus il y a de monde autour d'eux, plus ils se sentent seuls. Et en réalité, ce sont des gens qui expriment leurs efforts au travers de leur créativité. Ils ne s'imaginent pas, c'est pas qu'ils s'imaginent pas, c'est qu'ils ne prennent pas en compte la vie des autres en fait. Seuls ce que eux-mêmes pensent, leurs propres goûts, leurs propres idées comptent finalement. Ils ne cherchent pas à partager ce qu'ils font d'ailleurs. Et ils restent vraiment avec des amis proches, voilà. Ils restent avec soit un ou deux amis proches vraiment.
Ils n'aiment pas la foule du tout et ils expriment vraiment leur sensibilité et leurs efforts par leur créativité, mais sans jamais essayer de se mettre en avant particulièrement. Ça, c'est l'archétype, hein, évidemment. Il y a plusieurs degrés d'intensité là-dedans, encore une fois, il y a des nuances. Alors qu'un extraverti, c'est quelqu'un qui, au contraire, va être à l'aise là où il y a du bruit, de l'activité, dans la foule, là où il y a du monde, en fait, justement. C'est quelqu'un qui a besoin de l'attention des autres et c'est quelqu'un qui va très facilement se conformer au groupe, c'est-à-dire que l'idée du groupe va devenir ses idées personnelles, en fait, justement. C'est quelqu'un qui ne va être ouvert aux nouvelles idées que si elles sont populaires, que si elles sont vraiment partagées par tout un tas de monde, en fait, finalement. Et ce qu'il faut savoir, sur quoi insiste Robert Greene, c'est qu'on est forcément soit l'un, soit l'autre, soit introverti, soit extraverti, et que les deux groupes comme ça de gens ne se comprennent pas l'un l'autre naturellement. Les introvertis ont tendance à prendre les extravertis comme des gens très superficiels finalement. Parce que voilà, ils conforment leurs idées au groupe, et s'ils changent de groupe, ils changent leurs idées. Finalement, voilà, ils n'ont pas beaucoup de persistance finalement. Alors que les extravertis, eux, pensent des introvertis que ce sont des gens qui sont vraiment très antisociaux, qui sont pas fun du tout, vraiment pas des gens très intéressants. Et vous voyez, c'est vraiment ces deux choses-là qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde pense très différemment les uns des autres, et pour comprendre les autres, justement, eh bien, il faut essayer d'être le plus ouvert d'esprit possible et d'essayer, justement, de comprendre ça. Donc, le côté, justement, introverti-extraverti, ça revient très souvent dans le livre. Il nous fait encore une fois un rappel, Robert Greene, sur ce qu'est un caractère fort d'après lui, donc vraiment quelqu'un de persistant, quelqu'un qui est ouvert aux idées nouvelles et qui est persistant et qui est résilient aussi justement, qui a la capacité à rebondir après un échec par exemple, plutôt que des gens au caractère faible justement qui auraient beaucoup plus de difficultés à se relever après un échec. Encore une fois, les caractères faibles, c'est vraiment, comme je disais avant, les gens qui sont complètement bloqués. Dès que vous essayez de parler avec eux sur un sujet en particulier, ils sont bloqués complètement. Vous avez l'impression de parler à des murs. Quelqu'un qui va être avec un caractère fort, en fait, ce que Robert Greene insiste, ce sur quoi Robert Greene insiste, c'est vraiment le fait que ce sont des gens qui sont ouverts aux idées nouvelles, mais qui sont surtout dans une constante amélioration d'eux-mêmes. Ça, c'est vraiment le point principal. Vraiment des gens qui cherchent à s'améliorer, en fait, eux-mêmes en permanence. Et donc, on peut se demander alors comment est-ce que l'on peut faire pour développer notre caractère fort. On avait vu tout à l'heure comment s'analyser soi-même pour pouvoir casser nos patterns négatifs. Donc ça, c'est déjà une chose, c'est déjà pas mal. Mais maintenant, comment on fait pour développer le caractère fort, justement? Eh bien, il y a deux choses sur quoi il faut porter notre attention. Le caractère fort de quelqu'un se développe lorsqu'on a un sentiment de sécurité et lorsqu'on a un sentiment de valeur personnelle. Ok ? Ça, ce sont vraiment les deux critères qui permettent de développer notre caractère fort. Fort au sens de Robert Greene, encore une fois. Parce que, voilà, je rajoute ça à chaque fois parce que ça me gêne toujours, honnêtement, personnellement, cette définition de faible ou fort. Je trouve que c'est un jugement, vraiment. Et je préfère personnellement parler d'intelligence émotionnelle plutôt que de caractère fort ou faible. Voilà, mais bon, je vais garder ce terme-là parce que c'est le terme du livre, mais bon. Bref. Pour pouvoir développer notre caractère fort, du coup, il faut réussir à définir déjà quels sont notre sentiments de sécurité, dans quelle situation on se sent en sécurité émotionnellement. Encore une fois, c'est pas une question d'être en sécurité physique, mais une sécurité émotionnelle, encore une fois. Par exemple, si vous êtes à un très haut niveau dans une entreprise, un très haut niveau hiérarchique, un cadre supérieur d'une entreprise, mais que vous avez peur en fait de perdre votre statut parce qu'il y a des petits jeunes en fait qui risquent de prendre votre place, eh bien là vous êtes en insécurité émotionnelle, vous voyez ? Voilà, par exemple. Et donc, quels sont les critères dans lesquels vous êtes en sécurité? Quels sont les moments, les situations, les lieux peut-être dans lesquels vous êtes en sécurité vous-même? C'est quelque chose qui est important à définir. Et l'idée, bien sûr, c'est de réussir à développer un sentiment de sécurité interne, en fait, en soi, que l'on puisse, en fait, se ressentir en sécurité n'importe où. Et n'importe quand, dans n'importe quelle situation. De ne pas être en insécurité par rapport à notre statut ou par rapport à n'importe quoi finalement. C'est pas forcément évident à faire, hein, mais c'est comme ça. Le deuxième
critère, c'est le sentiment de valeur personnelle. Là, encore une fois, définissez pour vous, évidemment, ce qui émotionnellement vous permet de ressentir votre valeur personnelle. Dans quelle situation, dans quel moment, dans quel lieu, dans quel groupe, avec quel groupe de gens, en fait, vous ressentez, à quel moment vous ressentez avoir de la valeur personnelle. Cela peut paraître très différent en fait en fonction des gens. Par exemple, les extravertis vont avoir un sentiment de valeur personnelle en fonction du regard des autres sur eux-mêmes. Vous voyez, alors que les introvertis, c'est en fonction de leur propre regard sur eux-mêmes. En fait, finalement, ce qui est plus facile dans une certaine idée. Quoique, plus facile, ça dépend. Ça dépend en fait. Donc, parce qu'au final, les exercices et les choses à faire pour essayer d'évoluer vers un caractère fort vont être complètement différents en fonction de votre sens personnel, justement, de sécurité et de valeur personnelle. Vous voyez, c'est quelque chose qui est assez fin, subtil à comprendre, mais c'est absolument essentiel à comprendre. C'est vraiment le gros point de cette vidéo, finalement. S'il y a 3 choses à retenir de cette vidéo, c'est vraiment la loi numéro 1 dont j'ai parlé tout au début. Les gens font toujours les choses de manière répétée. Les gens ne font jamais les choses qu'une seule fois. Okay, toujours, tout ce qu'on fait est toujours considéré dans des patterns, dans des habitudes. La 3e chose, c'est de réussir à s'analyser soi-même justement pour essayer de casser nos patterns négatifs, nos comportements négatifs. Et une fois qu'on a cassé nos comportements négatifs, 3e chose, de réussir à développer nos comportements positifs, notre caractère fort, grâce justement à notre sentiment de sécurité et de valeur personnelle. Mais là, c'est un exercice d'introspection qui ne peut se faire que par vous et pour vous en fait finalement. En plus du reste, Robert Greene a identifié dans son livre en fait tout un tas de profils robots en fait de manipulateurs, de profils habituels, d'archétypes en fait, de tout un tas de manipulateurs différents. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les hyper-perfectionnistes. Alors les hyper-perfectionnistes, ce sont des gens qui vont réaliser un travail de très très grande qualité, vraiment qui vont être des éléments très précieux en fait dans une équipe par exemple, mais qui vont avoir beaucoup de difficultés à travailler avec les autres. En fait, vous voyez, ils arrivent à très bien faire ce qu'ils doivent faire, mais dès qu'ils doivent travailler en groupe, en fait, ils sont beaucoup moins à l'aise. Ce sont des gens qui vont surtout, dès qu'il va y avoir un problème, dès qu'ils vont commettre une erreur, en fait, vont avoir tendance à rejeter les erreurs sur les autres, en fait, ce qui crée des tensions évidemment si vous travaillez en groupe, et qui vont être énormément stressés si jamais ils ont un supérieur hiérarchique en fait. Et si par contre ce sont eux qui sont les chefs de groupe, eh bien le groupe va être très mal organisé, il va y avoir une ambiance vraiment pas terrible dans ce groupe-là en fait, vous voyez. Donc ça, ce sont les hyper-perfectionnistes. Voilà, c'est un archétype classique. D'autres archétypes par exemple comme le rebelle. Le rebelle en fait, c'est un grand adolescent qui n'a jamais vraiment passé l'âge adulte. Ce sont souvent en fait des gens qui ont été déçus par leur père pendant leur adolescence, pendant leur enfance. Et en fait, une fois qu'ils sont arrivés adultes ou même qui restent adolescents en fait, finalement, eh bien, ils vont rejeter en bloc tout ce qui va être relié à l'image du père et notamment l'autorité. Ils vont rejeter en bloc tout ce qui va être des règles de normes, des règles communes dans un groupe par exemple. Ils vont rejeter l'autorité, ils vont rejeter complètement tout ce qui peut s'apparenter à une forme paternelle. En fait, au fond d'eux-mêmes, le fait de rejeter l'autorité, de rejeter les règles, de rejeter la conformité, ça leur donne un sentiment de supériorité, vous voyez, que moi je peux m'extraire justement de ces normes et pas les autres. Voilà, donc ça c'est vraiment le rebelle. Sinon, il y a aussi ceux qui aiment les dramas. Alors ça c'est un petit peu différent. Ce sont des gens qui ont eu une mère rejetante ou ambivalente, vous voyez, comme on en parlait tout à l'heure, et qui ont développé justement leur capacité à prendre l'attention de leur mère, à avoir l'attention de leur mère uniquement lorsqu'ils avaient des problèmes. Lorsqu'ils avaient des problèmes, en fait, eh bien, à ce moment-là, leur mère s'occupait d'eux. Et donc, c'est ce qu'ils ont gardé comme stratégie avec tout le monde en fait après. Dès qu'ils avaient besoin d'attention, dès qu'ils voulaient de l'attention de quelqu'un, eh bien, dès qu'ils veulent de l'attention de quelqu'un, ils se créent des problèmes eux-mêmes tout seuls en fait finalement. Ce sont des gens qui sont vraiment à éviter un maximum d'après Robert Greene parce que si vous restez trop longtemps avec quelqu'un comme ça, eh bien, vous allez finir par devenir le méchant de son histoire.
Voilà, ce sont souvent des gens qui sont très joyeux, très joviaux lorsqu'on les rencontre, mais qui, au bout d'un moment, vont avoir des problèmes, vont avoir des gros soucis, soit de santé, soit financiers, soit d'autres ordres familiaux, enfin voilà. Et ils vont vous raconter une histoire dans laquelle, évidemment, ils sont toujours victimes de quelque chose. D'ailleurs, les rebelles, c'est un peu pareil, c'est toujours les victimes, au fait, finalement. S'ils n'arrivent pas à finir leur projet, c'est à cause de machin. C'est ça qui relie souvent les manipulateurs entre eux, d'ailleurs. Les profils types de manipulateurs, hein. Souvent, ce que j'appelle des manipulateurs, en fait, c'est au sens de Robert Greene, encore une fois, parce que ce ne sont pas forcément des gens qui veulent manipuler de manière consciente. Ce sont souvent aussi des manipulations inconscientes, en fait, encore une fois. C'est pour ça que je trouve le terme de manipulateur dans le livre de Robert Greene, c'est ce qu'il utilise comme terme, c'est pour ça que je vous le donne ici, mais c'est quelque chose qui, moi, me gêne un peu, c'est encore une fois une forme de jugement, quelque part. Parce que c'est pas forcément une manipulation volontaire, en fait, de leur part. Mais bon, voilà, c'est comme ça que Robert Greene les appelle. Et ceux qui aiment les dramas comme ça, justement, se créent des problèmes pour qu'on s'occupe d'eux. Mais au final, si on reste trop longtemps avec eux, bah, c'est vous qui allez devenir justement son bourreau, en quelque sorte, d'après ce qu'il raconte, ce qu'il ou elle raconte. Oui, donc c'est vraiment des gens qu'il faut vraiment éviter de rencontrer. Il y a tout un tas d'autres archétypes aussi comme ça, comme par exemple le moralisateur. Alors celui-là, c'est mon archétype préféré. Je suis persuadé que vous allez penser à quelqu'un quand je vais vous dire cet archétype. Que ce soit une personnalité publique ou autre, hein, mais vraiment... c'est typiquement l'archétype qu'on avait vu avec Cassius Severus. Le moralisateur, c'est quelqu'un qui est extrêmement énervé par ce qu'il ne peut pas obtenir. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, lors de son enfance ou de son adolescence, a des désirs extrêmement forts lui-même pour tout un tas de choses, mais il est réprimandé. On va le punir, on va vraiment le réprimander sévèrement pour qu'il n'ait pas ce genre de choses-là, parce qu'il a des désirs très très forts, soit au niveau sexuel, soit au niveau financier, soit au niveau du pouvoir, ils veulent énormément de pouvoir, et ils sont voilà, réprimandés très sévèrement pour ça. Une fois adultes, ils ont continué à se réprimander eux-mêmes, en fait, vous voyez. Et lorsqu'ils voient d'autres personnes, en fait, faire ce qu'eux-mêmes voudraient faire, en fait, mais sans être réprimandés, eh bien, ça les énerve. Ça les énerve en se disant, mais moi, je suis obligé de me contenir, alors que cette personne-là, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Enfin, vraiment, ça m'énerve. Et donc, du coup, ça va devenir des gens comme ça qui vont être des personnes très, très éloquentes. Ce sont des gens qui vont réussir à avoir beaucoup de gens qui vont les suivre. En fait, ce sont des gens qui vont devenir des orateurs très performants, qui vont souvent parler d'injustice. Ce sont des gens qui vont se présenter eux-mêmes comme des justiciers, qui vont parler énormément d'injustice, qui vont parler énormément des problèmes justement des autres, etc. Mais en fait, c'est parce que ça les énerve, parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est souvent des gens qui, en interne, en fait, qui, d'un point de vue public, vous voyez, se montrent très éloquents, de très bons orateurs, de très bons... qui se montrent contre la justice, qui se montrent contre l'injustice, mais qui, en interne, en fait, dans leur groupe, dans leur équipe, dans leur intimité, traitent plutôt mal, en fait, leurs partenaires, traitent mal leurs collègues et traitent mal les employés qu'ils ont, en fait, finalement. Parce qu'ils sont secrètement jaloux, ou ils sont secrètement... En fait, ils ont un désir secret de ce qu'ils dénoncent, en réalité, vous voyez? Et ça les rend très énervés. Si vous pensez à quelqu'un en particulier comme ça, c'est normal, parce que dans la vie politique classique, quand on voit dans les débats publics ou les débats politiques, on voit souvent ce genre de personnes-là, qui sont souvent d'extrême gauche d'ailleurs, des personnes qui revendiquent vraiment l'injustice très profondément. Et ça me fait rigoler, moi, ce genre d'archétype. Un autre archétype assez classique, lui aussi, c'est les beaux parleurs. Typiquement, ce sont des gens qui vont se présenter, un peu comme Howard Hughes du coup, qui vont se présenter aux autres avec des projets extrêmement ambitieux, qui vont vraiment impressionner les autres par leurs projets, qui vont se lancer dans leurs projets, mais qui, au bout d'un moment, vont avoir peur en fait de leurs propres projets, vont avoir peur de leurs propres objectifs, et vont finir par abandonner et laisser tomber finalement. Souvent, lorsque ces gens-là ont des associés, eh bien c'est l'associé qui doit terminer le projet pour eux, quoi, vous voyez.
On reconnaît ces gens-là assez facilement dans le sens que lorsqu'on leur demande ce qu'ils ont fait par le passé, on se rend compte que soit ils enjolivent beaucoup les choses, mais que lorsqu'on essaie de vérifier ce qu'ils disent, on se rend compte qu'ils n'ont pas fait grand-chose eux-mêmes, en fait, finalement. Ils ne finissent jamais rien par eux-mêmes. Voilà, c'est souvent pour essayer de briller, pour capter l'attention, justement, des autres par leurs projets incroyables, pour leurs objectifs importants. Voilà, vraiment l'archétype classique du beau parleur, quoi. Et pour justifier le fait qu'ils n'atteignent jamais leurs objectifs, qu'ils n'atteignent jamais leurs projets, ils se font passer pour des victimes, en fait. Ah, ils le croient réellement eux-mêmes, hein. Encore une fois, c'est inconscient enfin plus ou moins inconscient en fait comme situation, et il faut savoir regarder justement au travers de ces comportements-là, en essayant d'analyser leur passé. Est-ce qu'ils ont véritablement réussi à finir ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont proposé? C'est ce genre de choses. Est-ce qu'ils ont réussi à finir des gros projets, vraiment, tout seuls? Et voilà, ils se font passer pour des victimes. Se faire passer pour une victime, en fait, c'est quelque chose qui revient très 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 souvent chez les manipulateurs. Apparemment. Alors, une fois qu'on a dit ça, Robert Greene nous invite à nous analyser très honnêtement. Est-ce que nous-mêmes ne serions pas parmi l'un des archétypes qu'il a cités dans le livre? Je ne les ai pas tous cités, hein, vraiment, parce qu'il y en a beaucoup. Mais voilà, est-ce que vous vous reconnaissez peut-être vous-même, honnêtement, dans l'un des archétypes que je viens de d'énoncer, par exemple? Alors évidemment, c'est très difficile à admettre ce genre de choses, mais en gros, soit on stagne complètement, on refuse de s'améliorer, on refuse de changer notre mentalité, on reste avec le caractère que l'on a, et finalement, on stagne et on reste comme ça. Soit on accepte de changer notre habitude, nos habitudes, on accepte justement de faire une vraie introspection honnête et essayer de casser nos comportements négatifs. Parce que c'est ce qui nous permet de développer un caractère fort selon Robert Greene. Robert Greene insiste aussi sur deux choses. Le fait que, en réalité, on ne pourra pas changer complètement. On ne pourra jamais apprendre qui on est vraiment entièrement, complètement. On aura toujours tout un tas d'éléments en fait, dans notre propre personnalité qui vont rester inconscientes finalement, qui ne vont pas pouvoir être analysés et qui ne vont pas pouvoir être utilisés par nous-mêmes. Ce qu'il faut faire donc, c'est d'accepter, d'essayer d'identifier au maximum les éléments génétiques et les éléments qui viennent de notre petite enfance, mais d'accepter ces faits-là et d'essayer de les transformer, c'est la deuxième chose, d'essayer de transformer ces choses-là en éléments positifs sur lesquels dont on peut vraiment se servir en fait dans notre vie. Il donne là l'exemple, encore une fois, historique de Joan Crawford. Joan Crawford, c'était une actrice, en fait, lors du XXe siècle, hein, qui est morte dans les années 70. Et c'était une actrice qui n'a jamais, dans sa petite enfance, qui n'a jamais connu son père. Sa mère ne l'aimait pas, sa mère la battait. Donc elle a vraiment vécu dans la pauvreté aussi lorsqu'elle était jeune. Donc vraiment une situation très difficile au départ. Elle a vécu une fois adulte dans une sensibilité extrêmement accrue. C'était quelqu'un de très fragile qui avait vraiment une hypersensibilité et une hyperfragilité émotionnelle. Et elle était toujours à la recherche de l'attention des autres, de l'attention d'une figure paternelle en fait pour elle aussi. Elle avait vraiment besoin d'une figure paternelle. Et elle a fait la rencontre d'une personne qui est devenue plus tard son directeur de film, lorsqu'elle avait voulu se lancer comme actrice. Et c'est quelqu'un qui l'a épaulé toute sa carrière en fait. Et elle a fait beaucoup de films qui étaient des films de drama, des drames ou des histoires d'amour, qui lui permettaient justement d'utiliser ce qu'elle avait vécu dans son enfance, d'utiliser son hypersensibilité, d'utiliser sa fragilité dans ses rôles justement, ce qui lui donnait en fait une ressource émotionnelle extrêmement puissante en fait finalement. Vu qu'elle était extrêmement sincère dans ses rôles, ça lui donnait beaucoup de crédibilité. Et grâce à ça, et grâce au soutien qu'elle a réussi à trouver, eh bien sa carrière a duré 40 ans. Et elle a vraiment eu un succès important dans sa carrière. Et c'est là que Robert Greene insiste aussi sur le fait que le fait d'apprendre à se connaître, ça ne veut pas dire qu'on doit absolument se changer entièrement. Il y a des choses qu'on ne pourra pas changer justement, comme nos traits génétiques, nos traits de notre petite enfance, encore une fois. La seule chose que l'on peut faire du coup,
c'est d'essayer de changer nos habitudes, déjà d'une, mais aussi d'accepter et d'essayer de se mettre soi-même dans une situation de sorte que nos inclinaisons personnelles, génétiques, en fait, soient profitables et deviennent une ressource justement pour nous. Vous voyez, quelqu'un qui serait cupide de naissance, vous voyez, eh bien, ça serait quelqu'un qui pourrait se lancer comme dans le trading, par exemple. Je ne sais pas si c'est un très bon exemple, ce que je viens de dire, mais bon, voilà, quelqu'un qui est généreux pourrait essayer d'avoir une carrière dans l'humanitaire. Bon, voilà, il y a tout un tas de choses à voir. Par exemple, il prend l'exemple des hyper-perfectionnistes. Les hyper-perfectionnistes, ils peuvent essayer, il leur conseille de se focaliser justement sur le travail à faire et d'essayer un maximum de lisser, de polisser justement leur relation avec les autres, mais de se concentrer uniquement sur le travail qu'ils ont à faire et d'accepter de faire un travail sur soi-même de sorte à pouvoir accepter la critique et de pouvoir accepter que les erreurs peuvent effectivement être commises aussi par eux-mêmes, mais de se concentrer sur le travail à faire. Si vous êtes un rebelle, par exemple, que vous n'aimez pas les normes, que vous n'aimez pas la conformité, bah, essayez d'être innovant, devenez entrepreneur et essayez d'innover, de faire de nouvelles choses, par exemple. Ce qu'il y a à retenir au final dans ce chapitre, c'est que notre caractère, il faut d'abord apprendre à le reconnaître, bien évidemment, être le plus honnête possible avec soi-même, développer notre caractère fort, mais surtout, utiliser notre caractère au final comme une ressource pour nous, une ressource supplémentaire. Le chapitre prochain, la loi numéro 5, va beaucoup vous plaire. Je suis sûr que ça va être l'une des vidéos les plus vues de toute la série, finalement des 17 lois qu'il y a dans le livre, vu qu'il s'agit de la loi de la convoitise. Devenez, avec le sous-titre évidemment, devenez un objet de désir insaisissable. À la prochaine du coup, pour la prochaine vidéo.